Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons parler de la liberté de la presse. Comment doit-elle s'appliquer dans un contexte d'agression comme c'est le cas actuellement? Vous le savez, la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. Quelle est l'attitude que devrait afficher justement le journaliste congolais face à l'ennemi? Nous dirons également un mot sur la montée de réseaux sociaux, du numérique aujourd'hui. Est-ce que cela constitue une menace pour les médias traditionnels, la radio et la télévision? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une icône, un monument. Il s'agit justement de Jean-Pierre Kibambi Chitwa, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes directeur général des numériques à télévision et président de l'Association des entreprises audiovisuelles privées. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est une faveur, je dirais. Je dirais, moi, que vous me donnez l'opportunité de faire mon travail, puisque en tant que président de la NEAP, je dois intervenir de temps en temps pour, je ne dirais pas remettre en ordre les choses, mais pour réfléchir avec mes confrères et améliorer le travail qui est le nôtre. C'est pas facile d'interroger quelqu'un de votre niveau. Non, c'est facile justement parce que vous tombez sur quelqu'un qui connaît l'importance de ce métier et qui connaît la sensibilité de ce métier, qu'il aime bien, qu'il a bien appris et qui sait que c'est un métier à risque parce que, ou à double tranchant. Vous pouvez vous illustrer par vos propos comme vous pouvez vous faire renversé par ce même micro qui vous a honoré. Et donc pour moi, le micro, c'est chaque fois, pour moi, une terreur. Vous êtes une icône, une référence, un modèle par excellence pour les jeunes qui nous suivent en ce moment et qui aimeraient justement vous entendre parler de votre parcours. Non, je dirais très simplement, puisque je l'ai déjà répété même sur Télé 50, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé parce que de nature, les gens ne croient pas, je suis très timide. Alors c'est un métier qui m'a permis d'aller partout. Vous vous rendez compte de faire des reportages devant les présidents de la République, d'interviewer les présidents de la République, j'ai interviewé Bouche-Père dans une forêt de journalistes. Il faut avoir le culot et je l'ai eu. Donc c'est un métier que j'ai aimé, qui m'a fait sortir de cette timidité qui était maladive et que je soigne tous les jours. D'où vous est venue l'idée d'embrasser ce métier? De très loin, mais je crois que ce serait très long de raconter cette histoire que j'ai déjà racontée d'ailleurs sur TV50 lorsque votre patron m'avait reçu pour la première fois. Alors je voudrais que nous puissions entrer dans les vifs du sujet, comme je l'ai dit dans le terme de cette émission. Quelle est votre appréciation aujourd'hui sur la montée du numérique, la montée des réseaux sociaux aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça constitue une menace pour les médias traditionnels? Parce que ce n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, il y a une sorte de propagation, ou si vous voulez, de prolifération de l'intox, de la désinformation, ce qui désoriente justement le grand public. Est-ce que vous pensez que la montée des réseaux sociaux constitue une vraie menace pour les médias, les grands médias traditionnels? Ça constitue effectivement une menace. Et nous avons la chance d'avoir à la tête du ministère ce jeune ministre très dynamique qui voudrait faire changer les choses. Si vraiment nous suivons tout ce que nous avons réuni, ou les résultats des états généraux de l'information, je n'en aurais pas peur. Mais j'en aurais peur si la situation continue comme cela se passe aujourd'hui. C'est-à-dire quoi? Je vais vous dire la stricte vérité. Aujourd'hui, dans la plupart des médias, il n'existe pas de conseil de rédaction. C'est très grave. Aucun grand média au monde ne peut fonctionner sans conseil de rédaction. C'est anormal. C'est anormal. Aujourd'hui, les journalistes, à cause de leur carnet d'adresses, vous les voyez
passer de tel reportage à tel reportage. Mais tout ça devrait se faire au départ d'un conseil de rédaction. C'est ce conseil de rédaction qui réunit les responsables, qui réunit tous les journalistes et qui prépare, si vous voulez, les plats que les téléspectateurs vont manger. Et comment expliquer cela? Cela s'explique par la pauvreté du journaliste. Et moi, j'ai eu l'occasion un jour, parlant au ministre Mouyaya, de lui dire que si nous continuons à multiplier les nombres de télévisions, eh bien nous allons tuer les journalistes. Parce que en les multipliant, c'est n'importe qui embrasse ce métier, alors qu'en les réduisant, on va solliciter seuls les bons journalistes qui seront en mesure de donner le plein rendement dans ce métier qui est le leur. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui peut entrer et qui peut faire la télévision. Des gens quittent telle télévision pour aller dans une autre télévision, sans que les responsables demandent aux responsables des télévisions dans lesquelles ces personnes ont évolué, pourquoi ces personnes ont quitté. C'est anormal. Alors les bons journalistes souffrent et font autre chose, parce que ils sont payés en tout cas, ils n'ont pas les salaires qu'ils méritent. Vous vous rendez compte si dans ce pays, il n'y avait que quelques télévisions, quelques radios, les bons journalistes auront leur place, et leur juste place. Est-ce que vous pensez que c'est l'usage abusif qui a occasionné cela, le fait qu'il n'y ait pas des conseils de rédaction au niveau de nos rédactions respectives? Non, c'est la prolifération des médias qui a fait que... vous savez... Parce qu'il y a certains journalistes qui peuvent dire, bon, à travers mon téléphone, je vais envoyer mon sujet qui sera adopté. Très bien. Mais si les médias traditionnels respectaient d'abord ça, on n'aurait pas peur des autres, parce qu'ils feraient n'importe quoi. Et dans un conseil de rédaction, même moi qui suis patron, je suis réduit au niveau de tout le monde. Parce que la discussion est franche. On se dit des strictes vérités, mais dans le respect mutuel. Vous me proposez une idée que j'estime, que tout le monde estime être valable, ce n'est pas parce que je suis chef que je veux refuser. Et celui qui va en reportage, on lui donne des lignes ou la ligne de conduite de notre télévision. Il ne fait pas n'importe quoi. À ce moment-là, les télévisions ou ceux qui font de la télévision tout seuls, avec leur téléphone, ils continueront à faire leurs bêtises, mais les télévisions, les radios sérieuses, donneront de la bonne information selon les normes, l'éthique et la déontologie du métier, et le peuple trouvera son compte, et ce sera l'occasion pour la population de choisir quelle télévision suivre. C'est-à-dire... Mais aujourd'hui, on suit n'importe quoi parce que nous, même aussi les télévisions traditionnelles, nous ne faisons pas sérieusement... Si je vous comprends bien, vous voulez dire qu'il faut revenir sur les basiques. Mais comment? Mais écoutez, vous avez été à l'école, comment voulez-vous appliquer ce métier si vous ne commencez pas par le fondement de ce métier? Le conseil de rédaction... Qu'est-ce qui se passe dans certaines télévisions, hein? Il se passe que le journaliste aujourd'hui est mal payé, puisque n'importe qui peut faire son journal, sa télévision, sans suivre les normes, les fondamentaux du métier. Je vous assure, sans cela, eh bien, on n'est nulle part. C'est au conseil de rédaction qu'on corrige les fautes. On dit, ce que tu as dit ne se dit pas en français. Aujourd'hui, je regrette beaucoup, dans plusieurs télévisions, dans plusieurs radios, les gens parlent très mal leur langue de travail. Si votre langue de travail c'est le lingala, il faut maîtriser votre lingala pour que le téléspectateur vous respecte et vous suive.
Si votre langue de travail c'est l'anglais, il faut maîtriser l'anglais. Si c'est le français, il faut maîtriser le français. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux si vous parlez mal votre langue de travail? Si moi je commence à donner le journal en swahili, je le donnerai très mal parce que le swahili que je parle n'obéit pas aux normes de la langue. Voyez-vous. Mais dans le conseil de rédaction, on vous dira ce que vous avez dit ne se dit pas. Comme ça, vous vous corrigez. Moi, je suis certains journaux où tous les jours, les gens se trompent et parlent, répètent les mêmes fautes. Je dis il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou bien c'est notre niveau qui est à revoir. Ou alors, vraiment, le fondamental, c'est cette cuisine-là. Et à qui incombe la faute? Ben, qui permet qu'il n'y ait pas le conseil de rédaction? À qui incombe la faute? C'est ceux qui ne connaissent pas le métier. Ok. Ceux qui ne connaissent pas le métier. Mais je profiterai de votre audience pour dire que cela m'a poussé même à créer une émission où je corrige le français. Lucarne, oui. La petite lucarne. La petite lucarne. En réalité, concerne d'abord mes confrères, à vous dire la vérité. Parce qu'il y a des fautes impardonnables. Alors je leur dirai, suivez la petite lucarne et peut-être que vous arriverez à corriger certaines fautes qui n'honorent pas ce métier. Alors comment lutter contre la désinformation? Mais lutter contre la désinformation, mon cher ami, c'est bien préparer le journal. Et on ne peut pas le bien préparer si on ne prend pas les avis de tous ceux qui composent la rédaction. Et surtout les avis des chefs. Moi, j'ai travaillé pour RFI, par exemple. Il y a d'abord un conseil des chefs. Les chefs vont donner des orientations à leurs journalistes. Et c'est comme ça qu'on accepte un sujet ou qu'on refuse un sujet. Si nous le faisions tous, et comment le faire? Parce que dans cette prolifération, il y a toujours quelqu'un qui fera mal le boulot. Peut-être qu'en le faisant mal, il sera apprécié par les autres. Mais c'est faux. Est-ce que vous pensez que l'État aussi a un rôle à jouer dans la lutte contre bien sûr, la désinformation, l'intox? J'ai parlé de notre jeune ministre qui a compris bien. Est-ce que ce rôle est véritablement joué effectivement? Il faut que les textes passent, il faut qu'on arrive au bout, aux résultats obtenus par les États généraux que le président a d'ailleurs honoré d'abord en autorisant et puis en venant assister à la clôture de ces États généraux. Vous pensez que les résolutions de ces États généraux sur la presse, les résultats tardent à être appliqués? Mais il faut quand même que ça suive la ligne normale. Et le ministre qui a été lui-même au Parlement est en train de tout mettre en œuvre, ce qui n'est pas facile parce que nous avons d'autres préoccupations. Vous avez parlé de la guerre, donc que les choses traînent. Tout à fait. Donc il faut une volonté politique. La volonté politique est là parce qu'elle était affichée. Bon, maintenant... Les moyens doivent être mis en jeu, etc. Voilà. etc. Alors, Jean-Pierre Kibambi-Chitois, comment la liberté de la presse doit-elle s'appliquer dans un contexte de guerre? Parce que vous le savez, notre pays est agressé par le Rwanda. Toutes les preuves ont été établies par les Nations Unies qu'effectivement, la RDC est agressée par le régime de Kigali. Face à cette menace contre la souveraineté de la RDC, contre l'intégrité territoriale, comment le journaliste doit se comporter? Vous savez, je vais vous surprendre, je vais surprendre plusieurs personnes. C'est aux États-Unis qu'est né ce qu'on appelle le journalisme, pas militant, citoyen. C'est-à-dire? C'est-à-dire un journalisme responsable. Un journalisme qui sait qu'il doit servir aussi sa nation. J'ai animé une conférence
là-dessus, pour nos confrères de Mbandaka, avec le professeur Ngoma, eh bien, je crois que quand on est citoyen d'un pays, on doit traiter l'information avec responsabilité. Et cette responsabilité ne peut pas être individuelle. Elle doit être collective. C'est pour ça que je prêche pour ce conseil de rédaction. On ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Vos collègues au cours du conseil de rédaction vous diront « Ce papier ne peut pas passer, mon cher ami. Tu sais ce que tu as dit là-bas, c'est pas possible. Ce n'est pas ce que nous t'avons envoyé chercher. » Et à ce moment-là, n'est-ce pas, tout sera dans la norme. Vous savez que vous êtes attaqué, vous n'avez qu'un seul pays. Et vous relayez le message de l'ennemi. Ça, au conseil de rédaction, on n'acceptera pas. Moi, je me souviens, il y avait les Français, l'affaire Madame Clostre, elle était détenue par les rebelles tchadiens, et j'étais au conseil de rédaction à Paris. Notre rédacteur en chef nous avait dit « Attention, nous avons Madame Clostre qui est arrêtée au Tchad. Ne faisons pas n'importe quoi parce qu'on risque de la tuer. » Voilà, c'est au cours du conseil de rédaction. Donc on ne traite pas le papier n'importe comment, parce que si on la tue, nous serons responsables, parce que notre message s'adresse d'abord à l'Afrique. C'est-à-dire que les journalistes ne devraient pas relayer les informations concernant l'ennemi. Il faut soutenir l'armée. Bah, bien entendu. Je crois que c'est évident, non? Comment est-ce qu'on peut soutenir l'ennemi? Non, mais c'est impensable. Même si moi je voulais, en tant que chef, vous me direz, chef, on vous supplie, cette information est tendancieuse, elle peut décourager les troupes au front. Et peut démobiliser nos troupes au front. Et à ce moment-là, on fait quoi? On la met à l'écart. C'est en mutualisant les intelligences qu'on peut faire du bon journalisme. Et quand vous... Mutualisant les intelligences. Ah oui, oui. Mais là, on fait tout seul, on va en reportage pour l'argent, on fait ceci. Mais l'argent que vous avez pris, peut-être que c'est un infiltré qui vous l'a donné. Alors quand ça passe, on vient fermer votre télévision, vous direz « Ah, monsieur le ministre Mouyaya, défendez-moi ». Non. Mutualisons les intelligences et faisons en sorte que seuls les journalistes, les vrais, puissent faire ce travail. À ce moment-là, les médias traditionnels n'auront pas peur du tout de cette prolifération de petites chaînes de rien du tout. Est-ce que la culture de la recherche de l'information, la vraie, existe encore dans l'espace médiatique congolais? Mais vous suivez les radios et les télévisions. Moi, je crois que si les fondamentaux ne sont pas pris en compte, si on continue à multiplier les télévisions et les radios, il y aura des radios marginales, des télévisions marginales, qui seront malheureusement, parce que mal faites, suivies par une partie des téléspectateurs. On voit par exemple ce qui se passe en Occident, tous quasiment solidaires vis-à-vis de l'Ukraine. Est-ce que les médias congolais devraient fonctionner également? Mais il y a une ligne éditoriale. Mais si vous ne savez même pas qu'il y a la ligne éditoriale, il y a une ligne éditoriale qui doit exister dans un média. Si ça, vous ne le savez pas, bien sûr, vous allez tomber dans les abus. Et si on vous arrête, ne croyez pas que GED vous aidera, que l'ANEAP, que les organisations, que l'UPC. Non! Il y a une ligne éditoriale. Si votre ligne éditoriale est sérieuse et qu'on y obéit, ces genres de trucs n'arriveront pas. Alors Jean-Pierre Kibambi-Chitois, vous êtes un grand dans ce métier. C'est ce que vous dites. Il faut le dire. Comment analysez-vous aujourd'hui la crise sécuritaire
qui frappe la partie est de notre pays. La RDC vient justement d'accueillir les membres du Conseil de sécurité qui ont été voir le président Tshisekedi. Hier, ils ont achevé leur mission par la province du Nord Kivu, précisément à Goma. Mais ils ont déclaré que la situation sécuritaire ne peut être réglée que par les autorités congolaises. Ils préconisent également une négociation politique. Votre réaction? Vous savez qu'une guerre, la première guerre mondiale a eu lieu et s'est terminée, la deuxième a eu lieu et s'est terminée. L'Ukraine, ça se terminera un jour, donc que les intelligences triomphent. Vous savez, moi ça m'étonne. J'étais encore à la présidence en 1994, quand ont eu lieu les massacres au Rwanda. Mais le Premier ministre Kengo avait refusé qu'on accueille les Hutus battus par Kagame. Mais on avait dit à l'époque, et je crois que c'est un président français, vous chercherez dans les archives, qui avait appelé le président Mobutu pour lui dire accepter ce couloir humanitaire. Et le président Mobutu, je m'excuse de le dire, qui était à ce moment-là un peu en perte de vitesse parce qu'on lui refusait des visas un peu partout, a accepté. Si le président Mobutu avait répondu à son collègue qui l'avait appelé que ce n'est pas mon problème, arranger ça avec Kengo, on n'aurait peut-être pas, on serait peut-être pas arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est encore eux qui nous ont provoqué tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais vous savez, il y a des leçons que nous avons tirées de cette guerre. Quelle solution? Je crois que la raison finira par triompher. Je ne voudrais pas aller trop loin. Voilà qui met fin à cette émission. Jean-Pierre Kibambé-Chitois, je rappelle que vous êtes directeur général de Numérica Télévision et président de l'association des entreprises audiovisuelles privées. Grand été. Merci d'être venu. Vous savez, vous m'avez pris de court, mais ce que j'ai dit, je le crois franchement. Hein. Conseil de rédaction, j'espère que vous le faites chez vous. Ici, on continue à le faire. Et vous verrez que... Nous le faisons, bien sûr. Oui. Vous verrez que parfois on prend des risques pour rien, des risques qui risquent de coûter cher au pays. Et si ce pays part, on vivra où? Merci. Voilà qui met fin à cette émission. Madame, Messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Télé 50.